écoutez, si vous enregistriez une chanson... Oui, faites-moi rêver un peu. La première chose que je vous demanderais, c'est de venir me voir avec une maquette. Ce qu'on appelle une maquette, c'est donc une petite bande ou une cassette de votre chanson. Oui. La manière la plus sobre possible. Surtout pas de maquette exagérée avec des idées d'arrangement ou des choses comme ça, parce que ça perturbe énormément l'arrangeur. Oui. Ça, disons que ça le pousse vers un style bien défini. Alors si c'est le plus simple possible, ça laisse toute l'imagination de l'arrangeur possible. Alors moi, personnellement, j'ai une formule à moi pour le travail qui est de faire d'abord des séances. Bon, il faut commander bien sûr tout le monde, ça c'est tout le découlement de l'histoire. Il faut retenir le studio. C'est vous qui choisissez les musiciens, c'est jamais bien sûr, compositeur. Bien sûr, dans la mesure du possible, je choisis aussi le studio. Ah, il y a des grandes différences. Ah bah oui, il y a des atomes crochus avec des ingénieurs du son qu'on n'a pas avec d'autres, ainsi de suite. Puis il y a des ingénieurs qui connaissent votre style musical, d'autres qui ne connaissent pas vraiment. Alors donc une fois que le studio est choisi, les musiciens sont retenus. Moi j'aime bien pouvoir écrire d'abord les rythmiques, ce que j'appelle les bases rythmiques. C'est-à-dire tout ce qui concerne, évidemment c'est une musique rythmique à base de rythme, où il y a de la batterie, de la basse, de la guitare, des percussions, des claviers. Donc j'aime bien enregistrer en premier cette partie-là, puisque vous savez, on bénéficie de multipistes, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Et après, quand donc j'ai cette base rythmique, et avec indispensablement la voix, c'est-à-dire la mélodie, et notamment du chanteur ou de la chanteuse, je rentre chez moi avec cette bande, et puis à la suite de quoi je l'écoute longtemps, pour découvrir tout ce qui manque, au point de vue habillage, que ce soit des cordes, que ce soit des cuivres, des chœurs, enfin, tout, même des gadgets sonores, du synthétiseur, des choses comme ça. C'est drôle que vous appelez ça habillage, parce que finalement c'est ce qu'on retient le plus dans l'arrangement, ce que vous appelez l'habillage, à savoir les chœurs, les violons. De moins en moins, je trouve. Je trouve que la rythmique commence à prendre une grande importance. Grâce au disque. Moi, je suis convaincu maintenant que moins il y a de choses sur un disque, mieux ça se passe. J'aime avant tout qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait de l'air. Ce que j'appelle de l'air, c'est la profondeur. Et plus il y a de choses, moins les choses sont moins c'est facile à mixer. Parce que le mixage aussi est une partie qui, à mon avis, représente 40% du résultat final. Oui. Donc il faut que ce soit dépouillé. Donc plus c'est dépouillé, plus c'est facile à mixer. Pas forcément facile, mais plus c'est facile à écouter. Où les repères sont plus faciles. Alors donc, une fois que j'ai écrit tous ces habillages, on retourne en studio. Et là, on fait partie par partie, c'est-à-dire les cordes en une fois, ensuite les cuivres, ainsi de suite. Et puis là, après, si la voix qui a été enregistrée en premier n'est pas la bonne, n'est pas définitive, alors on peut encore refaire la voix à ce moment-là le mieux possible. Et puis commence la partie mixage. Ça, c'est en fait une des plus importantes. C'est une des plus importantes. C'est comme au cinéma, finalement. On peut très bien avoir tout peut s'être très bien passé jusqu'à là et tout rater au moment du mixage. C'est comme pour le montage au cinéma. C'est comme le montage au cinéma. Et si le montage est mal fait, le film, il a beau être magnifique, il est imbuvable, quoi. Et est-ce que l'artiste intervient beaucoup, le chanteur? Est-ce qu'il suit de près votre travail ou est-ce qu'il attend que vous lui ameniez le produit tout fait en lui disant tu chantes là-dessus? Non, la majeure partie du temps, l'artiste est... S'il débute, il est très fasciné. Il est fasciné par toute cette suite d'événements. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il comprenne. Vous avez fait les arrangements. Alors je vais vous dire franchement ce que j'ai ressenti. C'est un disque que j'ai adoré, que je passe d'ailleurs très souvent. Et le spectacle, j'ai été un peu déçue parce que je ne retrouvais pas la même sonorité. Je trouvais qu'il y avait plus d'ampleur sur le disque qu'au spectacle, ce qui était quand même curieux. Et je trouvais que le son était moins pur. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Je pense que vous avez raison parce que le disque, nous l'avons fait avec... le premier disque était un extrait de ce qu'on a fait. Pas le coffret noir, oui, le double bleu. Le disque a été fait évidemment avec de grands moyens. Donc, je ne peux pas dire le temps parce que l'arrangeur n'a jamais le temps. De toute façon, il faut toujours aller très très vite. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là où on a souvent la bonne inspiration. C'est quand on est vraiment bousculé et que la cervelle marche. Le génie est obligé de se réveiller. Le génie, disons l'état de grâce. Ouais. Et pour la scène, on a énormément travaillé. Ça a duré 2 mois à peu près avant le soir de la première. Alors on a passé un temps fou à écrire les arrangements. J'ai passé un temps fou à écrire les arrangements. Parallèlement à tout ça, il fallait apprendre les chansons aux artistes, qui ont d'ailleurs permuté. Il y en a qui avaient répété, mais après qui avaient été changés. Il y a eu beaucoup de travail comme ça, un travail de groupe, de mise en scène. Et malheureusement, en ce qui concerne le son, bien qu'on ait fait appel à des équipes énormes, d'une part, il y avait
100 personnes sur le plateau, ce qui est effrayant pour prendre le son. Et d'autre part, on a eu très très peu de temps sur le plateau, même pour répéter le son. C'est d'ailleurs complètement indécent. On a eu, je peux dire, une demi-journée, une journée en tout pour régler les problèmes de son. Alors ça a été catastrophique, on était très très angoissés. Michel Berger était totalement... le jour de la première, il était dans tous ses états, parce que la générale qu'on avait fait hors public avait été effrayante. C'était à Larsen d'un bout à l'autre. Moi, j'étais sur scène, donc j'entendais pas les chanteurs, j'avais pas de retour, et je battais la mesure dans le vide. Enfin, c'était épouvantable. J'avais quand même un grand orchestre, juste il fallait que ça démarre, au doigt, à l'œil, au geste, aux mots. Mais c'est la faute des organisateurs de la salle, alors? Je pense, oui, c'est un petit peu la faute des organisateurs. Bon, il y avait un décor à monter qui était donc indispensable pour la bonne marche du spectacle. Ouais. Ce décor, on l'a monté une fois pour répéter, et on a été obligé de le redémonter parce que Serge Lama passait encore le soir même, faisait sa dernière. Donc tout ce décor avait été monté et redémonté dans la nuit par les techniciens pour être remonté le lendemain pour le soir de la première. C'était de la folie. Et puis, un miracle, c'était vraiment un miracle. Le premier soir avec public, il n'y a pas eu un accrochage, il n'y a pas eu de Larsen. Ça a été vraiment là l'état de grâce, encore une fois, qui a joué. Un monsieur qui écrit des musiques de films. Alors ça me fascine. Parce que je me demande toujours comment ça se passe. Je me rappelle d'un film de Lelouch où Jean-Paul Belmondo écrivait des musiques de films. C'était son rôle dans un film. Oui, ça s'appelait Un homme qui me plaît, ce film. Et on le voyait dans son travail. Et je me suis toujours demandé si ce qu'on voyait était exact. C'est-à-dire qu'il était assis à côté du metteur en scène et regardait les rushs. Et le metteur en scène lui disait, tu vois, là, il faut que ça monte, là, il faut que ça descende. Et lui, dans sa chambre d'hôtel, le soir, il allait écrire. Alors maintenant, concrètement, est-ce que c'est comme ça? Chez Lelouch, oui. Oui. Je pense que Lelouch est le seul metteur en scène, pratiquement, qui travaille en parfaite entente avec le compositeur, qui est en l'occurrence Francis Lay, avec qui j'ai déjà fait un film. Et il a la grande chance de pouvoir suivre un film du départ, parce que Lelouch va le voir dès qu'il a le scénario. Mais ça me paraît la moindre des choses de vous associer. Ça devrait être la moindre des choses, mais ça n'est pas ça du tout. Et moi, en l'occurrence, j'ai toujours un temps très très limité. En tant que musicien d'un film, je vois le film qu'à partir du moment où il est pratiquement monté, en fin de course de montage, parce qu'évidemment la musique intervient dès l'instant où le montage est fait, parce que sinon les minutages et les timings ne correspondraient plus. Bien sûr, mais on vous prévient quand même avant que le film commence à être tourné, on n'attend pas le montage pour chercher... Non, c'est très souvent à la dernière minute, et justement, moi je trouve ça absolument effrayant, c'est que la musique dans le cinéma français est vraiment la dernière roue du carrosse. Mais vous voulez dire qu'on fait un film, on le tourne sans savoir qui fera la musique. Sauf évidemment quand ce sont des metteurs en scène qui ont des musiciens attitrés avec lesquels ils travaillent depuis longtemps. Ouais. Quand c'était par exemple François de Roubaix travaillait avec comment s'appelle-t-il déjà? Je sais pas, il a travaillé avec tellement de gens. Enrico, oui, Robert Enrico. Donc c'était une habitude, il savait qu'il tournait son film, il savait qu'il sera associé. Voilà, il sera associé, donc il était déjà même mêlé au film dès le départ. Moi je vois les derniers films que j'ai faits, c'est à la dernière minute, on va voir une projection privée du film, après on travaille sur la machine, et puis on nous dit, ben voilà, le film doit être mixé dans 10 jours maximum. Alors vous avez 10 jours pour nous apporter la bande 35. Alors évidemment, il faut être quand même très très influencé par l'image et par le film, il faut vraiment l'aimer pour avoir des idées musicales. Et Michel Bernal, comment est-ce qu'on peut écrire sur commande comme ça? Ah ben si, ça s'est fait de tout temps. Hein. Les compositeurs, même des siècles derniers, travaillaient souvent sur commande. Bon, c'était pour des musiques sacrées, c'était pour des musiques de cour, mais enfin, disons, ils travaillaient pour quelqu'un et pour une circonstance bien particulière. Et ça vous est déjà arrivé de faire la musique d'un film qui ne vous inspirait pas du tout, que vous trouviez pas bon? Non, j'ai tellement envie de faire de la musique de film que je suis toujours électrisé par l'image. Et bon, souvent c'est après, une fois que c'est fini, que je m'aperçois que c'est pas tout à fait le film que j'attendais. Mais il y a aussi une chose dont je voudrais parler, c'est des moyens. Ouais. Alors je sais que maintenant on emploie des moyens énormes pour tourner des films, c'est par centaines de millions, si ce n'est des milliards. Et quand la musique arrive, vous avez en principe un éditeur donc, qui finance. C'est-à-dire, ce n'est pas la production de cinéma, les 3 quarts du temps, qui finance la musique, c'est un éditeur qui se mouille et qui sera payé que si le film marche et s'il y a des entrées, parce que c'est payé aux entrées. Et puis l'éditeur vous dit, il faut faire la musique de film avec 20 000 francs, 25 000 francs maximum. Quoi que ce soit, même si c'est un long métrage où il y a énormément de musique, alors il faut réduire sur les musiciens, il
il faut tirer sur tout pour arriver à ne pas dépasser ce budget. Et ça représente en définitive une part ridicule par rapport à ce qui était exploité dans le film. Alors ça, c'est donc une chose que je n'arrive pas à comprendre, et j'estime que les producteurs devraient d'eux-mêmes prévoir, et d'ailleurs c'est prévu, mais c'est au moment de faire le film, une fois que le tournage est fini, il n'y a plus d'argent, donc il n'est plus question de financer une musique de film. Et est-ce que c'est typique aux producteurs français, ou est-ce qu'aux États-Unis c'est la même chose? Partout, on a tendance à grignoter sur ce tiroir-là. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je sais qu'aux États-Unis, les moyens sont beaucoup plus importants pour les musiques de film. D'ailleurs, vous pouvez voir les westerns de catégorie C ou D qui ont des musiques carrément symphoniques derrière, qui sont énormes. Alors, donc, par là, tous les musiciens travaillent. Il y a beaucoup de compositeurs de musique de film. Et c'est un métier très important. Enfin, cela dit, pour moi, je crois que c'est une des expressions musicales les plus merveilleuses. Je trouve que d'associer l'image au son et à la musique, c'est un mariage parfait. Merci Michel Vernolck.